Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour à tous. Merci de vous être connectés ce matin à cette conférence, enfin, ce webinaire aussi, organisé par The Denkiem Institute. Nous profitons de cette lucarne pour dire merci à toute l'équipe de chez Denkiem, au Dr Mia Emmanuel, Joël Taki, Joël Quadio. Et merci aussi à nos panélistes en ce beau samedi matin qui ont pris de leur temps pour se connecter à ce panel. Donc, je salue Madame Goli Karel Laetitia et Madame Balleroux Vanessa. Nous aurons Monsieur Clément qui nous rejoindra dans quelques minutes. Alors, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Il est question des politiques du genre et où en sommes-nous en Côte d'Ivoire, savoir qu'est-ce qu'on entend par politique du genre en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a été déjà fait dans différents domaines et qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, qu'est-ce qu'on doit savoir. Voilà, donc nous allons commencer. Je vais laisser la parole à Madame Karel Laetitia Goli qui va se présenter, dire qui elle est, ce qu'elle fait. Et ensuite, Madame Vanessa Balleroux qui va se présenter pour ceux qui nous visitent, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pour ceux qui sont connectés sur Facebook, Instagram, LinkedIn et aussi sur Zoom. Est-ce que Madame Goli a son micro ouvert? Je pense que le micro de Madame Goli est fermé. Est-ce que la technique, vous pouvez l'aider, s'il vous plaît? Allô, allô, est-ce qu'on m'entend? Elle a la possibilité de l'ouvrir, en fait. Donc, Ah, d'accord, elle a la possibilité de l'ouvrir elle-même. D'accord, pas de souci. Donc, bonjour à tous. Bonjour, Madame Pang, pardon. Je suis connectée depuis mon téléphone et j'ai quelques petites difficultés à rejoindre la vidéo, mais dès que ce sera réglé, je pourrai vous rejoindre. ça Excusez-moi. marche pas. Merci. bonjour à tout le monde. Bonjour Karel, est-ce que vous arrivez à nous entendre? Oui, excusez-moi, j'ai eu un contretemps, mais ça va. Je vous entends. D'accord, super. OK. Donc, vous n'avez rien manqué. On était juste en train de vous demander de vous présenter, justement. Donc, Ok, ça tombe bien. super. Vous pouvez vous présenter. Alors, je peux y aller peut-être pour en attendant que je... D'accord, il n'y a pas de souci. Du coup, on va d'abord prendre Madame Balleroux et ensuite, quand Karel Laetitia sera mieux installée, elle prendra la parole. D'accord. Alors, je suis Vanessa Balleroux et je suis avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Dans une autre vie, j'ai été avocat au barreau de Paris. Et donc, à côté de mes activités professionnelles d'avocat, je suis investie, on va dire, dans l'associatif sur toutes les questions concernant l'intégration du genre. Et à ce titre-là, je fais partie du réseau des femmes du secteur minier de Côte d'Ivoire qu'on appelle le FEMICI.
et qui D'accord. s'occupe de favoriser donc l'intégration de la femme et de la jeune fille dans les filières minières et géo-extractives de manière élargie. Et donc, dans ce cadre-là, on a beaucoup d'activités avec le FEMICI concernant les jeunes filles qu'on essaye d'intégrer dans les filières minières pour qu'elles se forment et puis qu'elles puissent accéder aux métiers du secteur minier, donc dans les mines et puis dans les sociétés minières. Donc voilà un petit peu ce que je fais et ce que je fais en lien avec le sujet du jour. D'accord. Merci beaucoup, Madame Balleroux. Je vous en prie. Nous reviendrons sur ces questions, c'est intéressant, surtout la question de l'insertion des femmes dans les mines, dans les métiers des mines. Donc, Madame Goli-Carrel, est-ce que vous êtes prête pour votre présentation? Ah oui, bien sûr. Désolée, je pense Il n'y qu'on a pas parle de de souci. politique, Jean. Je suis en D'accord. plein dedans. Donc, j'ai ma OK. nounou qui est en week-end. Donc, je tiens à m'excuser un peu. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est Carrel Laetitia Goli. Je suis juriste, activiste, féministe, surtout connue sur les réseaux sociaux comme tel. Et dans la vie professionnelle, je travaille dans l'humanitaire, dans tout ce qui est procédure d'investigation de risques humains. Et voilà, donc au terme aussi de l'engagement féministe, nous travaillons surtout à la défense, protection des femmes victimes de violences, dénonciation, plaidoyer et mentorat des jeunes. Voilà. D'accord. OK. Donc, on a un panel hyper riche. Pour parler de politique du genre, on n'aurait pas été mieux servi. Donc, le 23 avril 2009, le document de politique nationale de l'égalité des chances, de l'équité et du genre proposé par le ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires adopté en Conseil des ministres. C'était le jeudi 23 avril 2009. Alors, Madame Vanessa Balleroux, quels sont, on va dire, les acquis depuis lors, de votre point de vue en tant qu'avocate, en tant qu'activiste dans le féminicide, si je prononce bien? Que pensez-vous? Quels ont été les impacts? Qu'est-ce qui a été fait depuis ce jeudi 23 avril 2009 jusqu'à aujourd'hui, samedi 15 octobre 2022? Merci beaucoup. Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il ne faut pas dresser un tableau qui soit forcément tout noir. Mais il faut d'abord saluer les avancées. Et pour moi, les plus grandes avancées, ce sont celles qui vont toucher les textes. Donc, il y a des lois qui ont été prises qui tiennent compte du genre. Je pense premièrement à ce que dans le code pénal ivoirien, enfin, on a eu depuis 2019, si ma mémoire ne me fait pas défaut, la réforme du code pénal avec l'introduction dans le code pénal ivoirien d'une définition du viol. Ça n'a l'air de rien. Avant, le viol était prévu, mais pas défini. Or, en matière pénale, il faut qu'on ait un texte qui définisse l'infraction et les peines relatives à cette infraction-là. Donc, c'est chose faite depuis lors et je pense que Madame Goli pourra vous en dire beaucoup plus en sa qualité d'activiste, mais pour ma part, on a vu enfin des condamnations à des peines très importantes puisque désormais le viol est défini précisément, il y a des avancées en termes de minorité. Les peines ont été aggravées, donc il faut savoir que moins de 15 ans, systématiquement, la qualification qui est retenue, c'est celle du viol en cas de relation sexuelle, même consentie, entre guillemets, dès lors que la personne est mineure de 15 ans, donc elle a moins de 15 ans, eh bien, c'est toujours un viol. Donc, ce sont des avancées qui ont été, qu'il faut noter. En matière professionnelle, il y a eu des avancées, dont la plus récente, c'est l'intégration, toujours dans le code pénal, d'une sanction formelle du harcèlement moral et sexuel dans le domaine professionnel, donc en situation de travail. Avant, ça n'existait pas dans le code pénal, c'était juste dans le code du travail qu'il y avait un article 5, il y a toujours un article 5 qui venait sanctionner et interdire les comportements pouvant être qualifiés de harcèlement moral
ou de harcèlement sexuel, mais comme c'était dans le Code du travail, c'était uniquement des sanctions disciplinaires, on va dire, qui pouvaient être prises à l'encontre de la personne qui aurait été convaincue de ces comportements-là. Donc, il y a des avancées sur ces thèmes-là. Il y a eu récemment aussi l'intégration du mécanisme d'ordonnance de protection qui existe dans les pays occidentaux pour les personnes victimes de violences domestiques et qui permettent d'éloigner la personne auteur des violences du domicile du domicile où se déroulent les violences. Et bon, ça personnellement, je n'ai pas encore eu ce type de dossier. Je ne sais pas comment ça se présente quand ça arrive devant les juges, mais je salue déjà l'existence du dispositif, même s'il y a des choses à revoir dessus. Donc, pour ma part, en tant que juriste, je vous dirais qu'il y a des avancées tenant compte du genre. Il y a aussi beaucoup de prise de conscience, on va dire. Et ça, c'est grâce au travail des OSC et des ONG comme la Ligue de protection des droits des femmes qui ont participé à, si vous voulez, mettre dans le débat public la question de l'existence de l'autre moitié de l'humanité qu'on appelle la femme. Et si vous voulez, au sens, on va dire, au sens noble, vulgariser cette question-là de l'intégration du genre déjà, de l'intégration du genre. Et on a eu pas mal de textes dans ce sens-là maintenant. Il y a une chose est d'avoir les textes, une chose est de les mettre en pratique. Et c'est sur ce plan-là que j'aurais peut-être des choses à dire et des choses à critiquer. Mais je salue le fait que déjà il y ait cette prise de conscience-là. Alors il y a la pression internationale, certes, il y a les traités, il y a les accords internationaux qui ont été ratifiés par la Côte d'Ivoire et qui obligeaient à mettre en place cette politique d'intégration du genre. Je pense notamment au protocole de Maputo sous le contrôle de Carrel. Et donc, je salue les avancées du point de vue des textes. Mais la prise de conscience est un peu plus lente, malheureusement, alors qu'on a tout un dispositif qui est mis en place. Voilà. Merci beaucoup, Madame Balleroux. Donc, Madame Goldie, on va vous donner la parole. Depuis ce jeudi 23 avril 2009 jusqu'à aujourd'hui, comment, de votre côté, de votre point de vue, avez-vous perçu cette politique du genre qui a été, on va dire, introduite officiellement, justement, dans le quotidien des Ivoiriens? D'accord. Alors, depuis justement le document d'avril 2009, comme Maître l'a dit, il y a eu une politique genre, il y a eu des politiques genre. Donc, on peut définir en fait les politiques genre comme toutes ces politiques qui visent justement à réduire les inégalités du genre, plus en intégrant justement, en allant moins dans une approche de simplement intégrer les droits des femmes à des, je sais pas comment je vais dire, à des niveaux très précis, mais plutôt de manière très transversale, en essayant en fait d'intégrer la femme dans le développement, dans tous les secteurs de ce développement-là. Par rapport à la politique genre qui a été mise sur place en Côte d'Ivoire, on peut différencier divers aspects, notamment en matière législative, au niveau du code pénal, au niveau du code du travail depuis 2015, où on a eu justement la prise en compte du harcèlement dans les textes au niveau professionnel. On a eu aussi la loi sur le mariage, on a eu la loi sur la participation politique des femmes, donc qui est très récente, la loi sur la protection des victimes et des survivants depuis 2021. Donc, à ce niveau, au niveau législatif, je pense que l'État essaie justement de pouvoir donner le plus de droits aux femmes et aussi de rendre responsable la société par rapport à toutes les inégalités. Donc, bien avant même 2009, on avait le plan d'action de Pékin de 95, donc qui engageait, qui est l'un des plus grands documents en matière d'intégration du genre, donc qui engageait plus de 189 États, si on peut le dire ainsi. Donc, il y a un document très, très important pour nous en tant qu'activistes et dont on fait en fait la révision de manière quinquennale. Je pense qu'en 2020, on était à Pékin 25 et c'était l'occasion pour le monde en fait de demander aux États
euh, de prendre leurs responsabilités par rapport à tout ce qu'on a pu prendre comme engagement. On a aussi le protocole de Maputo, dans le protocole de Maputo sur lequel on bute actuellement, parce que c'est plus les droits sexuels et reproductifs des femmes dont on essaie aujourd'hui euh, de défendre, qu'on essaie aujourd'hui de défendre, pardon. Au niveau institutionnel, vous avez la mise en place des directions, euh, des, des, des directions de genre. Et la dernière qui sera mise en place le sera au niveau du ministère de la bonne gouvernance. Et je pense qu'on sera très actif par rapport à cela, parce qu'il s'agit justement de prendre le genre à tous les égards, que ce soit des niveaux les plus évidents, hein, comme le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfant, au niveau les moins, on va dire, évidents, comme la bonne gouvernance, l'économie, en fait, de pouvoir intégrer toujours comment dirais toujours cette dimension genre. Donc, j'ai parlé des solutions, le niveau législatif. Au niveau politique, on a une stratégie de lutte contre les VBG, la réforme du secteur de la justice, la réforme du secteur de la sécurité. Donc, vous avez vu que depuis, je pense, 2015, vous avez des petites filles qui sont mises à l'UNPT. Ça aussi, ce sont des politiques genre pour intégrer justement ces petites, ces filles, ces femmes euh, au, au métier de la défense et de la sécurité, les femmes qui sont rentrées à l'école de gendarmerie. On essaie en fait, comme je l'ai dit, à chaque niveau de pouvoir intégrer. Donc, je vais parler assez rapidement pour laisser le temps à tout le monde voilà, de parler. Politique nationale de protection de l'enfant, l'introduction du genre dans la politique de l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée nationale aujourd'hui qui essaie de former ses parlementaires sur le genre et on essaie d'avoir en fait un budget sensible au genre. Donc, c'est très important pour prendre le genre de manière non pas séquencée à certaines directions donc très transversales et pour terminer en fait le plan national de développement, le plan. Donc, il y a vraiment à tous les niveaux une politique genre pour essayer de réduire les inégalités et on pourra revenir au fil du débat. Merci beaucoup, Madame Goli. Merci beaucoup. Alors, comme vous pouvez le remarquer, chers participants, depuis 2009, il y a eu des avancées en termes de politique du genre. Mais je pense que tout le monde, comme moi, on est un peu curieux de savoir, en fait, c'est quoi les politiques du genre? Qu'est-ce qu'on entend réellement par politique du genre? Le commun des mortels, et surtout, je pense, le commun des mortels masculin, pense que c'est, on va dire, si l'homme le fait, il faut que la femme le fasse aussi. Est-ce que c'est vraiment ça, les politiques du genre? Donc, je voudrais que vous reveniez sur, on va dire, cette définition assez basique. Donnez juste pour l'individu lambda, dans un grain de thé, comment est-ce qu'on pourrait qualifier, comment est-ce qu'on pourrait expliquer, définir ce que c'est que les politiques du genre. On a dit ce que ça a fait, ce que ça a permis, mais c'est quoi les politiques du genre? La manière la plus simple possible. Madame Leroux. Ok, merci. Alors, vraiment, merci beaucoup pour cette question parce que ça nous permet de revenir sur le fait que quand on dit politique du genre, c'est pas on va faire une discrimination euh, positive à l'égard des femmes ou bien on va faire à marche forcée admettre que si une femme le fait, les hommes peuvent le faire. Pour donner une définition vraiment terre à terre, les politiques du genre, ce sont les politiques qui visent à intégrer ou à empêcher, en tout cas, que une personne soit discriminée à l'entrée puisse être discriminée à l'entrée d'un métier ou dans le cadre d'une situation de vie uniquement du fait de son sexe. Je vais vous donner un exemple pour en revenir, pour redonner l'exemple, pour reprendre l'exemple des femmes dans le secteur minier. Les politiques du genre vont permettre que la jeune fille puisse accéder aux filières minières et ne se dise pas c'est le secteur minier, donc c'est forcément masculin, je ne pourrais pas y accéder. Donc ça, c'est un fait. Mais non, aussi, dans l'autre sens, par exemple, pour des métiers qui sont réputés être des métiers ou considérés comme des métiers féminins, comme par exemple les métiers de sage-femme, eh bien, dans le cadre des politiques du genre, on peut admettre maintenant des hommes, et je parle sur le contrôle. Il me semble que
maintenant, les hommes sont admis dans le cadre de la formation à l'INFAS, donc l'institution qui forme les infirmiers et les sages-femmes. Ils admettent maintenant des hommes dans la filière sage-femme, vous voyez. Donc ça aussi, ce sont les politiques du genre qui permettent d'intégrer des hommes dans un métier qui est réputé dans l'imaginaire collectif être uniquement féminin. On sait que sous d'autres cieux, il y a des hommes qui exercent le métier de sage-femme, ça ne gêne personne. Ils l'exercent même sous le vocable de sage-femme, mais en Côte d'Ivoire, non, sage-femme. Voilà. Ou alors, ils disent mailloticien, mais il y en a un qui est très fameux, qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Tonton Sage-Femme, Monsieur Wenien. Donc, c'est pour dire que grâce aux politiques du genre, on peut briser, si vous voulez, des espèces de plafonds de verre qui empêchent d'aller vers certaines formations ou certaines professions uniquement parce qu'on se dit bon, bah, c'est pas pour moi ou c'est réservé uniquement à l'autre sexe. Donc, de mon point de vue, les politiques du genre permettent d'accéder à tout type de champ d'action sans être réfréné par le sexe ou bien parce qu'on imagine qu'il y aurait un déterminisme lié au genre, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup, Madame Balleroux. Madame Goli, donc, je vais rebondir sur ce que Madame Balleroux a dit pour votre question. Alors, de ce que Madame Balleroux a dit, les politiques du genre concernent et les hommes et les femmes. Donc, on va dire que c'est une lutte pour le genre en général, donc pas que pour la femme. Alors, ma question, c'est comment vous sentez l'application des politiques du genre quand il s'agit, on va dire, de discrimination orientée vers les hommes avec petit h, donc la gente masculine. OK. Alors, oui, je m'inscris totalement dans la réponse de Maître, dans la mesure où le genre, en tant que construction sociale, va prendre en compte les rapports. Donc, comment est-ce qu'on a assigné des rôles sociaux par rapport à un contexte très précis, à un sexe ou à un autre. Et justement, ces politiques de genre-là sont beaucoup orientées pour la plupart vers les discriminations faites aux femmes dans la mesure où ce sont celles qui subissent le plus les poids socioculturels et l'impact en fait des constructions sociales. Donc, par rapport à l'intégration des hommes dans ces politiques de genre, elles sont plus timides, je peux dire, elles sont plus timides dans la mesure où je pense qu'aujourd'hui, l'orientation vers laquelle on part va beaucoup, je vais vraiment dire n'importe quoi. Peut-être si on prend en termes de pourcentage, à 90%, va aller vers réduire les inégalités ou les discriminations qui sont faites aux femmes. Mais lorsqu'on essaie de réduire les discriminations ou des inégalités, indubitablement, on réduit les autres inégalités et on réduit les autres conceptions quand ça concerne aussi l'autre genre. Et l'exemple est très bien trouvé justement par rapport au métier du féminin, du masculin. Donc, lorsque justement on essaie de pousser les jeunes femmes vers des métiers qui sont dits masculins, on essaie aussi de donner la chance à plus de jeunes hommes, à plus d'hommes, tout simplement vers ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils sont capables de faire par rapport à leurs compétences. Donc, c'est vrai qu'on sent beaucoup plus les politiques de genre orientées vers la protection des femmes des inégalités, mais c'est toujours un effet, on va dire, boomerang. Voilà, lorsque vous réduisez l'inégalité, d'une part, vous réduisez aussi le plafond de verre par rapport à l'autre genre. Si aujourd'hui, on dit que les femmes ont le droit, par exemple, de construire, d'être des ingénieurs, on dit aussi aux jeunes garçons, ben, vous avez le droit de pouvoir faire la coiffure, de pouvoir faire d'être des secrétaires, de pouvoir faire la couture sans que vous puissiez être discriminés parce que finalement, ce qu'on voit, ce n'est pas plus favoriser l'un ou l'autre, mais plus prendre en compte en fait, ce pourquoi on est fait dans la société. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Merci beaucoup, Madame Goli. Donc, je vais rester sur vous et je vais demander, justement, vous l'avez abordé. Donc, ma question, c'est est-ce que finalement, résoudre les inégalités orientées vers les femmes n'est pas en train de créer des inégalités orientées vers le sexe masculin? Et aussi, est-ce que le fait
de dire en fait aux femmes aller vers, par exemple, des métiers comme les STEM, qu'on s'est réputé masculins, et de mettre certaines politiques comme on voit des offres d'emploi où on met candidature féminine appréciée, candidature féminine exigée parfois. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de créer des femmes quotas, c'est-à-dire une entreprise qui sait qu'elle a besoin d'un certain quota, par exemple de femmes, pour paraître respectant les politiques du genre, on ne va pas tout simplement prendre la première venue sans forcément regarder au background, à la qualification de cette femme-là. Et donc, ça va être au détriment justement de la gente masculine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez pas que finalement les politiques du genre ont un effet négatif de l'autre côté? Votre micro est coupé. Votre micro est coupé. Désolée, c'est une question qui revient très souvent par rapport justement au quota, par rapport justement au fait qu'on a l'impression qu'on va vers une discrimination positive. Et moi, je ne partage pas forcément cet avis, dans la mesure où les quotas, en général, sont mis en place pour pouvoir aider un genre, pour pouvoir aider des personnes qui longtemps ont été discriminées sur la base de textes, sur des bases légales. Donc, on a eu pendant longtemps des textes qui ont dit, par exemple, ou des conventions sociales qui disaient que les filles ne pouvaient pas aller à l'école. Donc, on a eu un retard par rapport à cela. On a eu longtemps des politiques de recrutement qui empêchaient les femmes d'être à certains postes ou d'être ici ou là. Donc, on a eu un retard par rapport à ça. On a aussi une éducation qui finalement pousse plus les hommes à être combatifs, à se lancer, à être encouragés, et qui va plutôt museler les filles, les femmes, et qui justement vont toujours créer ce plafond de verre. On a des comportements de harcèlement dans les entreprises qui vont dissuader les femmes de postuler. Voilà. Donc, en fait, les quotas viennent essayer de régler des situations qui sont créées par rapport à des conventions et qui sont très fortes. Lorsqu'on dit qu'on prend 30% de femmes, par exemple, ou qu'on prend un quota, ou qu'on encourage les femmes, c'est qu'on leur dit, on leur dit en fait, c'est vrai, c'est un recrutement qui est normal, qui se fait sur la base de critères. Moi, je ne pense pas qu'une entreprise même a intérêt à prendre une femme qui n'est pas compétente parce que finalement, c'est de la productivité. L'entreprise a besoin de compétences pour faire du profit. Donc, moi, je ne pense même pas que un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise va se forcer à prendre quelqu'un d'incompétent juste parce que c'est une femme, ce n'est même pas possible. Mais ce qu'on dit, c'est que puisque vous avez souvent peur, vous êtes souvent dissuadé, vous avez peur du harcèlement, vous dites que ce n'est pas, nous vous encourageons à venir. Et justement, dans ce jeu de, on va dire, de transparence, on vous donne aussi le droit de pouvoir postuler, de pouvoir être prise. J'ai été conseillère politique pendant un certain moment. Ça, c'est un exemple que j'aime. Lorsqu'on prend des formations politiques au parti et qu'on leur envoie des invitations, immédiatement, ils viennent entre hommes. Et c'est très peu de fois ou une fois que vous avez des femmes. On est obligé de leur dire, on a besoin au moins d'une ou deux femmes, sinon systématiquement, ils ne pensent pas à ça. Mais il y a des femmes dans leur parti. Il y a des jeunes filles dans leur parti qui ont besoin de ces formations. Qu'est-ce que ça crée à la longue? Ça crée un effet boule de neige et on dira les femmes ne sont pas formées, elles ne sont pas prêtes pour la politique. Comment vous voulez qu'elles soient formées si quand il y a des formations, il y a des opportunités, il y a des voyages, vous ne pensez pas à elles? Et donc, parce que justement, malheureusement, la société ne pense pas systématiquement à prendre des femmes ici ou à des préjugés par rapport aux femmes, on essaie justement d'instaurer des quotas pour que si une femme est compétente aussi, elle puisse avoir cette chance. La maternité peut être un problème pour les femmes. Lorsque vous êtes un chef d'entreprise, la femme coûte très cher. Et c'est en cela que les politiques genre, sont importantes, même au niveau du recrutement. On va se dire, mais la femme va tomber enceinte, ce sont des frais, ce sont des congés de maternité, elle va partir. Et vous allez voir que beaucoup de recruteurs, en fait, vont peiner, même quand une femme a
a la capacité, parce que j'ai l'impression que dès lors qu'on parle des femmes, en fait, on dit, mais la capacité, mais même quand les femmes ont la capacité, on dit, mais celle-là va tomber enceinte demain, elle va faire un enfant, moi, ça va me coûter de l'argent. Je préfère prendre un homme. Donc, je préfère prendre un homme que le quota vient régler pour dire, c'est vrai, tu penses cela, mais tu as le devoir d'avoir une politique qui va prendre en compte toutes ces raisons sexo-spécifiques parce que finalement, la femme, elle naît avec ça. Et c'est ça qui fait l'humanité aujourd'hui. Vous êtes obligés de prendre ces femmes-là avec ces spécificités, avec le fait qu'elles vont tomber enceintes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de mettre des crèches, on parle de heures d'allaitement, parce que c'est ça qui fait une femme finalement. Donc, si on veut regarder la maternité, on ne prendra jamais de femmes. Donc, je pense que le quota vient essayer de régler ça, mais ça ne fait pas moins de travail pour les hommes. Je pense que si dans un panel, les hommes c'est démontré que les hommes sont plus compétents, je ne pense pas qu'un chef d'entreprise, malgré sa bonne, mais moi, ma bonne volonté, je vais prendre une femme si elle est moins compétente. Mais si elle est compétente, je me dois en fait, dans ma politique, d'avoir des outils, des mécanismes, de l'intégrer dans sa maternité, dans sa spécificité, parce que justement, on n'a pas le droit de la discriminer par rapport à ce qu'il la détermine en tant que sexe, en tant qu'humain. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Madame Goli. Donc, nous tous, on a bien entendu, on a compris, les politiques du genre ne sont pas à l'encontre du genre masculin. Au contraire, elles prennent aussi en compte ce genre-là. Madame Balleroux, je vais revenir vers vous et ma question, ce sera du coup, Madame Goli l'a un peu, on va dire, l'a un peu abordé sur quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place justement pour avoir ces politiques du genre assez efficaces. Elle a parlé de crèche, elle a parlé d'intégrer les femmes dans leurs spécificités. Donc, je vous pose la question, comment à votre niveau, vous pensez qu'on pourrait appliquer ou quelles sont, on va dire de manière pratico-pratique, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour donner un peu plus d'écho à tout ce qui est politique du genre, tout en restant, on va dire, juste entre les genres? Merci beaucoup. Alors, alors moi, je ne vais pas parler de, de justice. Je ne parlerai pas de justice. Je pense qu'il faut être un peu précis. Et quand il s'agit d'hommes et de femmes, surtout dans nos sociétés, dans notre société, la société ivoirienne, je pense qu'il faut aller au-delà de la justice, il faut aller vers l'équité. Vous voyez, parce que tout le monde ne part pas du même niveau. Donc, c'est difficile de parler de justice dans ces cas-là. Maintenant, pour ce qu'on pourrait mettre en place, en fait, c'est quelque chose qui va être récurrent. En plus de ce que Mme Goli a expliqué brillamment, il y a aussi le fait qu'il y a des dispositifs qui existent et puis on ne les met pas en place parce qu'on n'y pense pas forcément. Et puis, on n'est pas forcément incité à le faire. Dans le cadre de ces problématiques-là, on va dire de productivité de la femme au travail, parce que c'est cette question-là qui est adressée. Une femme qui tombe enceinte, ça ne veut pas dire que c'est une femme qui va être éloignée de l'entreprise. Ça ne veut pas dire que c'est une femme qui désormais ne sera plus aussi productive qu'un homme. Ça ne veut pas dire que c'est une femme qui ne sera plus intéressante pour la société. Je parle de l'entreprise. Bien au contraire. Aujourd'hui, par exemple, on a le mécanisme du télétravail qui a été instauré en Côte d'Ivoire. Donc, on peut maintenant exercer son emploi quand c'est possible depuis sa maison ou depuis un lieu qui n'est pas le siège de l'entreprise. Pourquoi ne pas y penser, par exemple, pour les femmes qui seraient, par exemple, allaitantes, qui pourraient s'organiser pour être à moitié en entreprise et à moitié chez elles pour pouvoir continuer à s'occuper de leurs enfants. Mais quand on dit ça, on peut penser aussi aux hommes. Ça peut permettre aussi aux hommes de rester à la maison et de pouvoir travailler à temps partiel, par exemple, en étant moitié en entreprise, moitié chez eux, pour pouvoir aussi soulager leurs épouses, soulager leurs compagnes, pour qu'elles puissent retourner travailler, vous voyez. Donc, je pense que ce sont des réflexions qu'il faut pousser, qu'il faut mettre dans le débat public pour permettre de réfléchir ensemble. Mais après, il faut que ce soit l'État aussi qui donne l'exemple. On parlait tout à l'heure du quota de 30% de femmes dans les assemblées politiques. On n'y est pas. Mme Goli a évoqué aussi le fait que quand il y a des formations politiques, les femmes on ne pense pas à venir avec elles dans le cadre de ces formations politiques, mais elles non plus ne prennent pas les devants. Je veux
ici rendre hommage aux dames de la Ligue qui ont fait un travail extraordinaire parce que l'imaginaire est en train de changer. La représentation qu'on a de la femme est en train de changer. Elle évolue positivement en Côte d'Ivoire parce qu'il y a ces dames-là, ces jeunes femmes-là qui ont pris le parti de poser les questions et d'adresser la question de la place de la femme dans la société ivoirienne. Ce n'est pas facile, ce n'est pas donné, même dans les ordres professionnels. Vous remarquez que toutes les instances sont souvent dirigées par des hommes. Nous, au niveau du barreau de Côte d'Ivoire, on n'a pas encore eu de femmes bâtonniers. Pourtant, en Afrique, au Cameroun, au Congo, il y a déjà eu des femmes qui ont dirigé l'ordre des avocats, vous voyez. Donc, il y a un vrai problème de représentativité des femmes dans l'espace public. Quand on a des ministres, c'est rarement qu'on a des ministres à des ministères dits de souveraineté, comme on a eu Madame Kabanyali qui a été ministre du Plan, mais en général, c'est la culture, c'est la condition féminine, etc. etc. Ou allez, au mieux, la justice. Mais des femmes ministres de l'Intérieur, je n'ai pas encore vu en Côte d'Ivoire. Femmes ministres de la Défense, je n'ai pas encore vu en Côte d'Ivoire. Femmes ministres de l'Économie et des Finances, je n'ai pas encore vu en Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il y a une question d'exemplarité aussi qui doit venir des autorités, des dirigeants, pour que la femme et la jeune fille puissent se sentir correctement représentées. Donc, il y a une question d'imaginaire féminin aussi à repenser du point de vue des femmes, mais en aucun cas il ne s'agit de nier la présence des hommes ou bien de promouvoir des personnes uniquement sur la base de leur sexe. Donc moi, je plaide pour qu'on puisse vraiment penser globalement la condition de la femme dans l'espace public et sa représentativité dans tous les espaces de la société ivoirienne, et aussi pour qu'il y ait plus de valorisation de la place de la femme et puis qu'on puisse casser toutes ces représentations, on va dire, issues de la tradition, issues de certaines cultures qui font de la femme un être nécessairement inférieur. Mais cela étant dit, moi aussi, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure des sages-femmes qui peuvent maintenant être des hommes, pour moi, il n'y a pas de prédestination pour occuper telle ou telle fonction. La preuve, moi, je suis mère de famille, je suis là aujourd'hui avec vous. Vous voyez, je ne suis pas assignée forcément au fait que ce soit le week-end, je doive m'occuper de mes enfants. Ils ont, Dieu merci, ils ont leur papa, il va s'en occuper pendant que moi, je peux venir échanger. Vous voyez, donc il faut pouvoir décomplexer d'abord les femmes par rapport à ça, et puis aussi casser toutes ces représentations biaisées là de la femme dans l'espace public. Je pense que c'est d'abord une prise de conscience au niveau des individus et ensuite au niveau institutionnel qu'il va falloir aider ou en tout cas permettre qu'elle continue de s'améliorer avec le temps. Merci beaucoup, Madame Balleroux, Maître Balleroux. Madame Goli, on revient sur vous, enfin, on revient à vous. Et donc, comme le disait Madame Balleroux, il y a ce complexe-là qui existe même au niveau des femmes qui sont censées être soutenues. Donc, elle le disait, elles ne se mettent pas forcément en avant. Donc, quels sont, on va dire, les mécanismes, quelles sont les initiatives qui sont justement mises en place pour que justement ces femmes-là qui sont censées être accompagnées elles-mêmes puissent être conscientes, voilà, des opportunités, des offres qui sont là et qu'elles puissent les saisir finalement, parce qu'une opportunité n'est opportunité que lorsqu'elle est saisie. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, à votre niveau, pour ces femmes-là? Ok. J'aime bien le thème que vous avez employé en matière de conscience. Pour moi, c'est d'abord ça le problème. Et le mot représentation, d'abord représentation d'abord et représentativité, donc qui sont deux terminologies assez distinctes et assez importantes. La représentation dans la manière dont on se voit, la manière dont on nous construit aussi, et donc qui permet de voir la femme en tant que genre, en tant que pouvoir social ou non, en tant qu'individu politique ou non, en tant que tout ce que vous voulez, et la représentativité qui est l'ensemble, en fait, des femmes à des postes très précis, qui permet aussi de
pouvoir corroborer la représentation ou pas. D'abord, moi, je viens à l'éducation très de base. Je suis féministe, donc j'ai vraiment du mal avec le fait qu'on dise les femmes elles-mêmes. Les femmes elles-mêmes ne font pas ça. Ce sont les femmes elles-mêmes. Mais je suis là. Je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de nounou aujourd'hui, donc j'ai fait tout ce que je devais faire, mais je n'ai pas dit que je suis une femme, que je suis pas. Ça dépend vraiment de la manière où vous avez été construit socialement, vous avez été déconstruite aussi. Et c'est en cela qu'on parle de genre. Le genre, en tant que construction sociale, qu'on commence très tôt. Dès qu'on sait qu'on a une fille, on a une éducation très précise à lui donner, et cette éducation-là va commencer avant sa naissance jusqu'à toute sa vie par les parents, par les espaces de socialisation, par les professeurs, par la télévision, par les amis et par toute la société qui vont nous dire c'est ton rôle, c'est ton rôle, c'est ton rôle. Et finalement, en termes de représentation, on va le voir, on va s'auto-confiner quelque part et finalement, on nous dira, mais vous là, au lieu d'aller diriger, vous n'êtes pas là-bas. Lorsqu'on représente le pouvoir, il est toujours masculin. Donc, je parle de pouvoir dans le couple. Très généralement, on va dire, c'est le chef de famille qui est l'homme parce que c'est l'homme. Donc, c'est l'homme, c'est le chef de famille. Enfin, il n'y a pas d'études scientifiques qui dit que non, mais forcément, très bon chef de famille, mais on dit juste parce que c'est l'homme. Donc, ça veut dire que toi, en tant que femme, tu n'as pas cette capacité-là intrinsèque de pouvoir diriger une famille. Et lorsque tu es contrainte, tu es une mauvaise femme parce que tu n'as pas pu avoir un homme, cela. C'est la représentation. Lorsqu'on va sur le pouvoir religieux, vous allez voir que tout est au masculin. Je n'ai rien contre les religions, mais c'est comme ça. Dieu est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Et même quand la femme va rentrer dans cette trinité, elle va rentrer en fait toujours tout ouvert pour pouvoir donner le Messie. Voilà, ça c'est la représentation souvent religieuse. Vous allez aller dans la représentation politique, et là, Maître l'a dit, on a toujours cette représentation très familiale. Donc, la femme qui s'occupe de l'éducation, qui va être ministre de l'éducation, la femme qui s'occupe de l'entretien, qui va être ministre de la salubrité, tout ce que vous voulez. Et tout ce qui est poste, en fait, de souveraineté, comme économie, tout, va revenir encore à l'homme parce que finalement, ce sont les hommes qui peuvent diriger. Et même quand on va dans les postes de nomination, c'est encore très difficile. Si vous revenez à l'histoire de la Côte d'Ivoire, on va vous dire que les femmes ont marché pour leur mari. Et c'est ce qu'on nous a dit depuis qu'on est petite. Quand on parle de l'indépendance, on parle des pères de l'indépendance, c'est très peu des mères. Il y a eu aussi des mères, il y a eu des femmes qui ont fait de la politique, qui ont fait de la clandestinité. Cette histoire est très sélective et c'est ce qu'on transmet à nos enfants comme valeur, comme représentation. À quel moment, moi, en tant que petite fille, je me suis vue dans un pouvoir politique en Côte d'Ivoire? À quel moment on m'a montré l'exemple de femmes qui dirigent? À quel moment on m'a montré que dans l'histoire de mon pays, des femmes se sont aussi battues, que grâce à des femmes, il y a eu des avancées politiques? Nulle part. On m'a dit que même quand une femme est seulement politique, elle s'en va marcher d'Abidjan à Bassam, c'est parce que c'est son mari qu'on a pris. Comment 9 femmes ont été mariées à 4000 hommes, je ne sais pas, mais en Côte d'Ivoire, c'est précis, on dit que 4000 femmes, pardon, étaient les femmes de 9 hommes ou 10 hommes en prison. Vous voyez, la représentativité et la représentation vont commencer très tôt dans l'éducation. Alors, ce qu'on doit faire aujourd'hui, ce n'est plus qu'on arrive à cet autoconfinement des femmes, c'est de rééduquer les femmes, c'est d'éduquer les petites filles, c'est de casser les rôles des genres. En disant finalement, si une femme aujourd'hui est capable de diriger un pays, il faut qu'on la laisse et qu'on ne la bride pas dans son éducation. Si une femme commence à montrer des signes de leadership, il faut qu'on arrête de dire, ben, écoute, tu es une femme, tu ne dois pas aller trop loin à l'école parce que finalement, aucun homme va t'aimer, parce que finalement, tu vas faire peur à ceci, parce que ce n'est pas le rôle des femmes. Il faut aujourd'hui casser les rôles de gens et c'est ce qu'on essaie, nous, en tant qu'activistes, en tant que féministes, en tant que ligue, en tant que tout ce que vous voulez. Et si on n'arrive pas à avoir de la représentation des femmes, à avoir une meilleure représentativité des femmes, on pourra mettre autant de politiques de genre que possible, on n'y arriverait pas. Parce que les femmes ont été éduquées à avoir un rôle très précis et c'est ce qu'elles vont faire pendant encore longtemps. Donc moi, je reviens toujours à la socialisation parce que les rôles de genre sont des constructions sociales. Ce qui fait que ça marche en Occident souvent plus, c'est parce que ces rôles-là souvent sont cassés
très vite. Et même dans l'industrie cinématographique aujourd'hui, vous allez voir que les princesses ont évolué vers des choses toutes jolies qui étaient attentistes, qu'on venait délivrer, vers des femmes qui font des quêtes. Parce qu'on a compris que c'est comme ça que la petite fille va se voir quand elle va grandir. Est-ce que c'est un individu capable de faire une quête pour elle, pour la société, pour se délivrer, ou quelqu'un qui va attendre qu'on vienne toujours la délivrer? Donc, c'est quelque chose dont on peut parler pendant longtemps, mais moi, je pense que véritablement, c'est déconstruire et reconstruire une nouvelle catégorie d'hommes et de femmes qui pourra vraiment faire aider. Votre micro. Merci beaucoup, Madame Goli. Madame Balleroux, alors la question pour vous, c'est comment, on va dire, finalement, insérer, trouver de la place pour l'autre moitié du monde, les hommes, dans cette quête d'équité entre les genres. J'avoue que je suis un peu désarçonnée par la question. Pour trouver de la place pour l'autre moitié de l'humanité que sont les hommes. Mais ils Oui, occupent tout l'espace. c'était une question qui avait été préparée à l'origine pour Monsieur Clément, Ah, qui n'est d'accord. pas là, malheureusement. Donc, D'accord. on va quand même la poser. Je vais la poser à toutes les deux. Comment vous pensez que les hommes, quelle est la bonne attitude que vous pensez que les hommes devraient avoir justement vis-à-vis de tout ce qui est politique du genre? Parce que là, on va dire, ils sont un peu comme braqués, parce que justement, ça vient un peu comme si c'était contre eux. Donc, comment est-ce que vous pouvez présenter ça? Quels sont qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux, justement, pour se mettre dans la danse et que ce ne soit plus contre eux finalement? Bah, ça n'a jamais été contre eux. C'est ça le biais qu'il faut combattre, mais vraiment avec la dernière énergie. Je pense que fondamentalement, quand on commence par l'éducation, qui est la base, il faut pouvoir éduquer des petits garçons qui vont devenir des hommes et pour lesquels il n'y aura pas tous ces clichés concernant les femmes. Moi, je suis maman d'un petit garçon, je suis maman de petite fille aussi. Chez moi, il n'y a pas de différence. Quand on range les jouets, quand on finit de jouer, tout le monde range. Il n'y a pas les filles vont ranger et puis le garçon, comme c'est le garçon, il ne doit pas ranger. Ou alors, mais il va grandir, il est petit, mais quand il va grandir, il va se coller la vaisselle, il va se coller la cuisine, comme tout le monde à la maison. Et de l'autre côté, les filles, bon, après, c'est moi l'éducation que j'ai reçue, mais mes filles n'ont pas de. Il n'y a pas de limite. Si elles veulent aller sur l'ordinateur, elles vont sur l'ordinateur. Si elles veulent démonter des choses, et Dieu sait que j'ai une de mes filles qui adore démonter les choses, ça ne me dérange absolument pas. Je ne vais pas lui dire c'est un truc de garçon, laisse ça tomber. Donc, pour en revenir aux hommes, ce n'est pas, si vous voulez, l'intégration par le genre en faveur des femmes, ce n'est pas forcément ou nécessairement contre les hommes. Non, c'est d'abord une quête de représentation, de représentativité et d'existence tout simplement dans l'espace public et dans la société des femmes. Donc, c'est une question de justice sociale, mais ce n'est pas dirigé contre les hommes, absolument pas. Et d'ailleurs, ce sont les premiers à en bénéficier. Si vous avez une femme qui est active, qui s'en sort, qui gagne finalement, c'est la famille qui gagne dans ce. La dame, elle est épanouie parce elle peut avoir une activité, elle n'est pas cantonnée au fait de rester chez elle et de faire les tâches ménagères. Il y a des hommes aussi qui sont très bons hommes au foyer, hein, qui n'ont pas forcément envie d'aller travailler et qui sont contraints parce que la société dit que tu es l'homme, tu dois aller chercher le pain. Donc, c'est en déconstruisant comme l'a dit Madame Goli, en déconstruisant toutes ces représentations qui sont des pesanteurs sociales, on peut parvenir à améliorer la vie des gens. Et puis de la même manière, vous avez vous avez des mères célibataires, vous avez aussi des pères célibataires qui s'en sortent très bien avec leurs enfants. Donc, et puis, ce n'est pas une fatalité parce qu'eux aussi, on va leur dire, mais il faut te marier, tu es là, tu es seul, tu n'es pas marié, comment ça se fait? Mais il te faut une maman pour tes enfants. Alors que il s'en sort très bien, il est très épanoui avec ses enfants, limite, il n'a même pas envie de rendre des comptes aux gens, mais comme dans la société, ça ne passe pas bien de ne pas être marié, parce que c'est une réalité aussi sous nos tropiques ici, quand vous n'êtes pas marié, c'est un peu, en fait,
je ne sais pas si c'est dû à la culture, mais la société est toujours très présente dans tout ce que vous faites. Si vous êtes, c'est vrai, quand vous êtes marié et que vous commencez à faire des enfants, on va vous dire, mais qu'est-ce que tu attends pour faire le deuxième? Et quand vous en avez deux, qu'est-ce que tu attends pour faire le troisième? Quand vous en avez trois, qu'est-ce que tu attends pour faire le quatrième? Comme si vous étiez assigné à être une espèce de photocopieuse et à vous dupliquer à l'infini. Quand vous êtes marié, que vous n'avez pas d'enfants, mais qu'est-ce que vous attendez pour avoir des enfants? Vous voyez? Ou quand vous êtes célibataire, songe à te marier, hein, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, ça vaut pour tout le monde. Donc, il y a toujours cette pression sociale-là qui fait qu'on vous fait l'injonction de vous conformer à l'image qu'on veut projeter sur vous, alors que la société, elle évolue. Il y a des familles monoparentales qui s'en sortent très bien, qui n'ont pas forcément envie d'entendre des injonctions à longueur de temps. Il y a des familles, il y a des couples qui sont mariés ou qui vivent maritalement, qui n'ont pas envie de se marier, mais à qui on dit c'est pour quand, c'est pour quand, c'est pour quand, la légalisation, comme ils disent. Donc, toutes ces représentations-là, en fait, moi, ce que je pense profondément, c'est qu'il faut permettre aux gens d'être libres et de vivre de manière confortable la vie que ces personnes-là ont envie de mener. Il faut laisser les gens tranquilles avec toutes les injonctions sociales qu'il peut y avoir. Quand vous êtes maman, c'est mon cas, quand vous êtes maman, que vous êtes active, moi, on me pose souvent la question, mais comment tu fais pour t'occuper de tes enfants? Et ma réponse, c'est ça ne vous regarde pas. C'est ma cuisine interne, c'est moi qui m'organise, c'est moi qui sais ce que je fais, c'est moi qui parle avec mes enfants, c'est moi qui suis en lien avec eux et je n'ai pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Mais ça, c'est mon tempérament. Mais ça peut exercer une espèce de travail de sape du moral quand on vous dit à chaque fois, mais finalement, tu vois tes enfants. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui vont renoncer à des carrières, qui vont renoncer à entreprendre parce qu'on leur aura fait croire que si elles le font, ça sera forcément au détriment de leur famille, de leurs enfants, ou bien de l'image de femmes qu'elles représentent dans la société. Donc, non, les politiques de genre ne sont pas orientées contre les hommes. Le fait est que ce sont les hommes qui ont le pouvoir et qui l'exercent depuis tout le temps, qu'ils souffrent qu'on puisse grignoter un peu ce pouvoir-là et ils verront que ça sera aussi bénéfique pour les hommes parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas heureux d'être assignés à ce rôle d'homme que la société ivoirienne veut leur faire jouer forcément. Il y a des hommes qui ont envie de rester à la maison. Il y en a qui ont envie de bénéficier d'un congé paternité qui soit plus long que les 3 pauvres jours qu'on leur assigne. Il y en a qui ont envie de rester à la maison, des papas qui ont envie de materner, des papas qui ont envie d'aller chercher leurs enfants à la sortie de l'école, des papas qui ont envie de faire leurs devoirs, comme il y a des mamans aussi qui ont envie d'avoir des carrières, qui ont envie d'entreprendre, de s'épanouir. Il y a des femmes qui sont, je pense notamment aux femmes dans le monde agricole, qui sont responsables de coopératives, qui sont planteurs, qui ont des activités qu'on pourrait imaginer extrêmement masculines, mais qui mènent ces activités-là de front tout en s'occupant de leur famille. Donc, qu'on permette, qu'on repense la société ivoirienne en général et qu'on puisse réadresser. Et je suis extrêmement sensible à la question de la représentation des femmes dans l'histoire. Effectivement, dans toutes nos régions, dans toutes nos aires culturelles, la place des hommes est toujours prépondérante dans l'histoire, dans la représentation, dans l'imaginaire collectif, alors que les femmes ont fait plus que marcher sur Grand Bassam pour leur mari. C'est extrêmement douloureux. Il y a un monument qu'on a dressé en mémoire de ces femmes-là à Bassam. Je pense que ça va bientôt être inauguré. C'est encore, je l'ai vu récemment, mais je pense que cette histoire-là a besoin d'être racontée du point de vue de ces femmes-là qui ont longtemps témoigné. Je pense aux travaux de Madame Henriette Dagri-Diabaté, qui a documenté cette histoire-là. Entre autres, il y a d'autres personnes qui l'ont documenté, mais ces travaux que j'ai pu lire sont extrêmement… il y avait une vraie pensée politique chez ces femmes-là, un vrai engagement politique chez ces femmes dans l'ère antérieure à l'indépendance. Et je pense que c'est très ingrat de les avoir réduites à une pauvre marche entre Abidjan et Grand Bassam, alors qu'il y avait une vraie pensée politique derrière. Donc, c'est le lieu de rendre hommage à, entre autres, Marie Corée et Anne-Marie Raji, qui ont fait plus que utiliser leurs pieds, qui se sont servis de leur tête et qui ont fait des choses. D'accord. Merci beaucoup, Maître Balerou. Donc, je tiens à préciser qu'il y a une case questions et réponses. Donc, tous ceux qui ont des questions, vous pourrez les poser. On prendra les questions dans juste 5 minutes.
ce sera le temps des questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions. Je demande aussi à Joël si on a des questions sur les autres canaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, je ne sais pas. Donc, tu pourras les retranscrire ici et on les posera à nos panélistes. Merci. Donc, l'autre question que j'ai envie de poser à Maître Balleroux et aussi en même temps à Madame Goli, donc cette question, elle est à vous deux. Est-ce que vous pensez que les politiques du genre telles que présentées maintenant, telles que l'activiste féministe, surtout féministe, je pointe du doigt le féministe, surtout le féministe, ne viennent pas finalement comme être, comment je vais dire ça, un peu comme une dépravation de nos mœurs, on va dire africaines. On a de l'éducation, on va dire finalement l'éducation africaine avec plein de valeurs et plein de mœurs qu'on a toujours louées. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, je vais prendre déjà la parole en honnête. D'accord. Essayer aussi de rebondir sur la question passée pour dire en fait, les présenteurs socio-culturels et de genre qui pèsent sur justement les sexes ne sont pas forcément inégalitaires pour les femmes. C'est clair que les femmes le ressentent le plus, mais les hommes aussi. Aujourd'hui, tu es un jeune homme, tu es un jeune garçon, tu grandis avec une charge financière énorme, avec une pression sociale énorme, et on appelle cela de la masculinité. On t'interdit de pleurer, on t'interdit de ressentir des émotions, on te force à avoir un pouvoir économique et financier très fort, on t'oblige à occuper un rôle qui est très grand. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a des suicides masculins, on a des burn-out, on a une santé mentale masculine qui est très, très, très effritée parce que ces hommes-là n'ont personne vers qui se tourner, parce qu'ils sont dans des rôles de gens. Et quand on parle, dit je suis garçon, et ça veut tout dire. Je suis un garçon, je ne peux pas pleurer, je dois faire ça. C'est quoi être un garçon si finalement ce rôle de gens te prend ta vie, ne te rend pas malheureux? Donc, lorsqu'on vient avec des politiques de genre, lorsqu'on vient combattre les inégalités, on aide aussi l'autre genre à se débarrasser de son poids social, à se débarrasser de toute cette pression psychologique et sociale qu'on fait peser sur lui. Si aujourd'hui, un jeune garçon est talentueux dans la cuisine et qui peut s'épanouir dedans et que sa famille le soutient parce que ce n'est pas une tâche féminine et que demain il devient un grand chef reconnu, qui est payé, qui passe partout, bah, c'est une politique de genre qui lui est favorable finalement. Lorsque vous êtes un homme que vous n'êtes pas obligé, lorsque vous êtes un adolescent, de brutaliser des filles, de pouvoir aller en boîte et d'être grossier parce que ce n'est pas votre personnalité et que vous savez que ce n'est pas ça être un homme, mais vous vous sentez mieux. Il y a des hommes qui ne se sentent pas à l'aise avec tout ce que la société leur fait peser comme pression sociale, mais qui ne peuvent pas parler parce que finalement, on dit c'est ça, c'est la masculinité. Excusez-moi, c'est la masculinité, c'est comme ça. Dans l'éducation des enfants, désolée si je reviens dessus parce que pour moi c'est important, beaucoup d'hommes en fait se coupent souvent de leur rôle de père, de leur, comment dirais-je, de leur relation avec leurs enfants parce qu'ils disent c'est à la maman de faire ça. Et ils perdent. Vous allez voir que beaucoup de gens vont vous dire moi mon papa il était trop dur, j'avais voulu que mon papa me dise ça. Mais ton papa était dans un rôle de genre. Ton papa ne pouvait pas te dire ça. Même quand il était fier de toi, même quand il devait te soutenir, il devait rester le dur parce que c'est le papa. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut aujourd'hui pour notre société? Des hommes qui deviennent comme des robots, qui n'expriment rien, qui laissent leur vie de famille, qui sont obligés souvent d'être insensibles, chargés mentalement, financièrement, émotionnellement, parce que c'est les rôles de genre. Moi, je pense qu'il faut que les hommes puissent revoir. Et c'est pour ça qu'on étudie féministe, on parle de masculinité et de type de masculinité qu'on veut développer pour nos garçons. Je vais finir avec, si vous partez sur le net, je vais faire de la publicité gratuite. Il y a la marque Gillette, la marque de rasoir, qui a fait la campagne il y a quelques années du meilleur homme qu'on puisse être, parce que c'était leur slogan, qui ont redéfini des concepts de masculinité dans leur publicité, qui ont dit, vous n'avez pas besoin d'être des machos, de taper sur les fesses des filles pour être des hommes, vous n'avez pas besoin de vous battre. Ce sont les hommes qui ont combattu, si vous partez là,
la marque Gillette a perdu plein en influence. Ce sont les hommes eux-mêmes qui ont dit non, on ne veut pas. Vous êtes en train de nous émasculer, nanani, nanana, parce qu'on est en train de les décharger. Donc, à un moment, c'est même plus un combat avec les femmes, comme ils disent, mais c'est eux-mêmes aujourd'hui qui ont peur du changement et d'avoir d'autres rôles. Par rapport à l'autre question, vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît, l'autre question. J'ai parlé de dépravation des mœurs. Donc, Voilà. est-ce que ce n'est pas en train de nous faire perdre nos valeurs africaines intrinsèques qu'on avait depuis, les bonnes valeurs? Les bonnes valeurs. J'aime toujours cette question parce que j'étais avec quelqu'un qui me parlait, je lui ai dit, donne-moi le nombre de fois où tu es parti au village, le nombre de fois, quel est le rite qui est pratiqué dans ton village, qu'est-ce que tu portes comme vêtements finalement, enfin, donne-moi quelques valeurs, parce que les valeurs africaines, c'est vaste. Toi, ta valeur de ton village, les cérémonies, ta religion, donne-moi quelque chose. Ah non, mais vous aimez déplacer. Ben, j'ai dit non. À un moment donné, si on parle d'acculturation, il faut que nous tous, on puisse aussi dire finalement ces valeurs qu'on prône africaines et tout là. C'est comme on dit, c'est pas vrai. Le féminisme n'est pas venu contre l'Afrique, contre les valeurs africaines. Si on le dit, ça veut dire que l'Afrique était injuste. Ça veut dire que l'Afrique était contre les femmes. Ça veut dire que l'Afrique ne donnait aucune représentation, aucune représentativité aux femmes. Ça veut dire que l'Afrique brimait les femmes. Parce que finalement, c'est ce contre quoi se bat le féminisme. Le féminisme est venu replacer la femme dans un contexte social, africain ou pas, où elle est discriminée, finalement. Où elle est discriminée du fait de certaines conceptions. Aujourd'hui, la femme africaine, on lui dénie le droit de penser à son émancipation. C'est-à-dire qu'on dit, ça, c'est des choses des femmes blanches. On accepte qu'une femme blanche puisse dire, je travaille, je suis une femme mère célibataire, mais dès lors que c'est une femme africaine, c'est un scandale. Pourquoi les femmes africaines ne peuvent pas décider d'être des femmes comme elles veulent? Si c'est ce que l'Afrique a décidé pour les femmes, ben c'est tant pis. Aujourd'hui, on essaie de sortir du contexte de la souffrance qui a toujours défini les femmes noires, les femmes africaines, pour aller vers un contexte de représentation, de justice sociale. Donc, ce n'est pas une dépravation des mœurs. Et même ce qu'on appelle la société, elle évolue. Une société n'a jamais été pareille sur 1000 ans, ce n'est pas vrai. La société va toujours évoluer, la société va toujours prendre en compte des rôles qui vont s'adapter à un contexte, va toujours prendre en compte même ces rôles de gens, ils vont toujours évoluer parce qu'on est rentré dans un système capitaliste aujourd'hui qui n'existait pas forcément dans l'Afrique. D'ailleurs, on est rentré dans un autre système politique. Moi, j'étais à Ségou, au Mali, où devant la tombe de Biton, il parlait d'un symbole qui prenait en compte des femmes. Et je vous parle du fondateur de l'Empire Ségou, où il disait ça représente l'égalité avec des femmes, des hommes. Et j'ai pris la capture. Pour dire que finalement, ceux qui parlent de dépravation ne sont même pas allés très loin dans tout ce qui est symbole, dans tout ce qui est royauté, parce qu'on avait aussi une place politique. Donc, c'est une question qui est juste, pour moi, qui est un peu... On essaie juste de pouvoir nous faire culpabiliser. Moi, je pense que le féminisme n'est pas une dépravation des mœurs. C'est le fait que les femmes et les hommes, parce qu'il y a des hommes aussi féministes, décident aujourd'hui de pouvoir exister dans une société avec plus de justice. Et je pense que l'Afrique, c'est tout ce que l'Afrique a toujours été, ou en fait, on dit que c'est ce que l'Afrique a toujours été. Donc, c'est vraiment pour mon avis sur cette question. Merci beaucoup, Madame Goli. Maître Balorou. Écoutez, je rejoins totalement Madame Goli dans son développement et je vais dire simplement que cette question, pareil, hein, cette question c'est une dépravation des mœurs, notre société africaine, c'est un fantasme. Quand on vient parler de société africaine idéale, c'est un vrai fantasme.
parce qu'entre-temps, il y a la colonisation qui est passée par là, la décolonisation aussi. Et je mets au défi quiconque de venir nous dire aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la société africaine originelle. Déjà, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs aires culturelles, il y a plusieurs aires sociologiques. Quand on prend rien que la Côte d'Ivoire, les conventions sociales dans les régions de l'Ouest ne sont pas les mêmes que les conventions sociales dans les régions du Centre. Ce n'est pas la même chose que dans le Nord et dans le Sud, etc. Donc, c'est complètement biaisé. Et moi, quand on me dit, oui, mais bon, une vraie femme africaine ne fait pas ceci, ne fait pas cela, je dis, bon, moi, dans ma région, les femmes, par exemple, sont hyper actives. Il n'y a pas de discrimination parce qu'à l'origine, les sociétés de l'Ouest, et notamment la société de l'extrême ouest des montagnes, c'était des sociétés guerrières. Et si les hommes passent leur temps à faire la guerre, qui s'occupe de la vie du village, des villages? Ce sont les femmes. Donc, moi, dans ma société, les hommes et les femmes cultivent. Les hommes abattent les forêts, ils dégagent le terrain, et puis les femmes sèment, et ensuite, on récolte ensemble. Donc, est-ce que la femme est le sous-fifre de l'homme dans cette condition-là? Non. De la même manière, chez moi, les hommes chassent et les femmes pêchent. Donc, il n'y a pas de. Si, c'était pour me donner un complexe ou bien. Bon, je suis très à l'aise avec ce qu'a été la société antérieurement à la vie moderne. Et puis, je pense profondément que c'est à nous de définir ce qu'on veut comme société africaine aujourd'hui, hein, parce que nos sociétés sont. Il y a ces traditions, prétextes-là qu'on nous assigne uniquement pour nous complexer ou bien pour nous décourager, vous voyez. Donc, pour moi, il n'y a pas de société. Quand on fait référence, malheureusement, pour s'opposer aux féministes ou bien pour critiquer le féminisme en alléguant d'une société africaine, c'est un fantasme d'une société africaine où la femme serait dans l'arrière-garde et où l'homme serait toujours au pouvoir. Donc, il faut se méfier de ce genre de vocabulaire-là. Il faut se garder aussi de vouloir uniformiser des sociétés qui sont plurielles. Donc, pour moi, cette société africaine-là, c'est une société fantasmée qui n'existe, je pense profondément qu'elle n'a jamais existé. Merci beaucoup, Maître Balleroux. Donc, c'est clair. Moi, on a une question de Monsieur Djama. Mais avant d'arriver sur cette question, j'aimerais donner la parole à un homme parce qu'on a entendu des femmes. Et quand même, on parle de politique du genre. Donc, il y a deux genres, il y a les femmes, il y a les hommes. Donc, un homme présent qui aimerait parler, dire comment lui, il ressent à son niveau en tant qu'homme, tout ce qui est politique du genre, quelle est sa lecture et tout ça. Le micro est ouvert. J'ai une main levée, j'arrive pas à voir. D'accord, Monsieur John Diama, d'accord. Vous pouvez activer votre micro et parler. Vous m'entendez là, du coup? Oui, on vous entend parfaitement, Monsieur Diama. D'accord, bonjour. J'ai beaucoup appris en fait des deux panélistes, notamment sur l'évolution en quelque sorte de la prise en compte de la femme dans les politiques ou les politiques. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a été bien souligné, c'est qu'effectivement, du côté législatif, il y a des efforts qui sont faits, mais du côté pratique, rien n'évolue, notamment au niveau de la société, rien n'évolue au niveau des imaginaires. Il n'y a absolument pas d'évolution. L'évolution est très lente. Et la chose est que ce qui éduque aujourd'hui massivement, c'est la télévision, les médias, c'est Facebook, le digital, tout ça. Et on voit encore, en tout cas, plus on évolue, on voit qu'il y a beaucoup plus d'imaginaires qui sont projetés en quelque sorte sur le rôle de la femme dans la société. Les débats se font très souvent au niveau de celles qui sont éduquées, de celles qui sont à l'école, ou à des niveaux beaucoup plus élevés, mais à des niveaux beaucoup plus bas, surtout pour les nouvelles générations. Je ne pense pas que les actions sont vraiment menées pour que puissent avoir l'éducation au changement puisse opérer.
Je me demandais, je ne sais pas, le contenu éducatif aujourd'hui, comment est-ce que ça se fait, mais est-ce qu'on ne pourrait peut-être pas lutter à ce que dans, les, dans la matière qui est, pas, c'est éducation civique ou quoi là, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer en quelque sorte de trouver des programmes qui permettent un peu d'éduquer en quelque sorte, d'éduquer aux gens dans les classes de 6e, 5e, 6e, ainsi de suite, pour essayer en quelque sorte d'apporter l'éducation à la base et que dans les classes, les comportements puissent changer. Voilà. Est-ce que ce genre de choses peuvent pas se faire ou bien est-ce que c'est déjà en cours? Voilà. C'est une question que je poserai pour les panélistes s'ils ont l'information. Pour ce qui est du rôle même que nous devons jouer en tant qu'hommes, je pense que ceux qui ont compris qu'effectivement, en tant qu'hommes, ils ont des privilèges, ils devraient normalement essayer d'aider la lutte, en quelque sorte. Je pense que les mouvements féministes qui sont nés dans les années 1800, dans le 18e, 19e siècle, c'est vrai que les femmes avaient impulsé cela, les femmes avaient commencé parce qu'effectivement, c'est leur sort, mais il y a quand même eu des hommes qui ont aidé, qui ont impacté, et donc, je pense que les hommes devraient aussi vraiment s'impliquer, ça ne doit pas être seulement quelque chose qui est lié, qui est lié à la femme, et surtout reconnaître dans la mesure du possible, pour certains hommes qui, lorsqu'ils arrivent à faire des réalisations, être en mesure de pouvoir reconnaître la part et surtout la mettre en avant, que sa femme a sûrement joué en background. Et ce n'est pas uniquement la question de dire elle est une aide, mais plutôt elle était une partenaire dans la réalisation de ce qui s'est passé. Donc, peut-être aussi le vocabulaire doit un peu changer lorsqu'on veut reconnaître en quelque sorte le rôle que joue la femme dans notre société. Merci beaucoup, Monsieur Djama. Donc, la question, je la repose. Est-ce que dans notre système éducatif, il y a des dispositifs qui sont mis en place justement pour soutenir dès le bas âge l'application et la bonne compréhension des politiques du genre? J'ai bien récapitulé, Monsieur Djama? Oui, c'est bien ça. Exactement, merci. Donc, OK, Madame Goli qui s'y prête. Oui, depuis un certain moment, justement, les politiques gens touchent l'éducation de base. Donc, les manuels scolaires même ont été remis à niveau par rapport à certaines représentations qui étaient faites. Il y a beaucoup de petites filles qui sont de femmes. Au lieu de papa une moto, papa va avec maman prépare ce qui est bien que maman prépare. Mais je pense que ces petites images-là ont changé, notamment dans les manuels scolaires, parce que la représentation commence aussi très tôt. Donc, ça a été des choses qui ont été mises en avant par rapport au STEM, au STEAM en français. Ce sont des réformes qui sont faites pour encourager plus et plus de femmes, de filles, pardon, à aller vers des matières scientifiques, à pouvoir les accompagner, à leur donner souvent des bourses et à déconstruire en fait tout ce qui est stéréotype. Il y a, je pense, maintenant la réintégration des filles mères, des filles enceintes, des filles mères, quelque chose comme ça. Parce que notre système éducatif public ne prenait pas en compte les femmes, les filles lorsqu'elles tombaient enceintes en cours de maternité. Donc, ce qui fait que, bien vrai qu'on a l'obligation pour tout le monde d'aller à l'école lorsque survient des grossesses en milieu scolaire, comme on dit, ça impacte très considérablement la scolarité des filles. Donc, ce qui crée des abandons, des échecs. Et puis, vu que vous êtes renvoyé, la famille qui délaisse, je pense que l'État est en train, a déjà réintégré certaines filles qui ont été mères ou qui sont enceintes. Donc, c'est le droit à l'éducation ici qui est touché et j'en félicite vraiment tous ceux qui sont à l'œuvre. Je pense qu'on essaie de plus en plus au niveau même du langage sexiste, du langage pédagogique, de ne pas forcément frustrer, de ne pas forcément créer des stigmatisations au niveau des enfants.
Donc, on arrête de dire comment est-ce qu'une fille a pu vous dépasser, vous les garçons. On essaie vraiment de travailler avec les éducateurs scolaires pour dire que ce sont ces langages-là aussi qui créent la mauvaise représentation des filles, notamment en matière éducative. Mais il faut dire que nos enseignants sont encore tributaires de ces rôles de genre, malheureusement. Donc, vous avez encore des personnes qui se disent c'est le rôle des hommes, c'est le rôle des femmes, et que c'est très difficile à déconstruire. Donc, par rapport à cela, je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais l'éducation commence à se teinter, en fait, de politique de genre. Mais il faut vraiment que nos décideurs comprennent effectivement à quel point c'est important aujourd'hui et à tous les niveaux de pouvoir. Donc, moi, je suis mitigée. Ça commence et je ne suis pas d'accord avec John qui dit que il se passe rien. Il se passe quelque chose. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de parler de ça. C'est qu'aujourd'hui, même à la télé, les personnes font très attention à ce qu'elles disent, ce qui n'est pas forcément le cas. On a eu Jimmy Danger qui avait dit quelque chose, qui avait dit un viol, et je le dis parce qu'il avait vraiment dit. Et immédiatement après, on a eu un montage très grossier. Ça veut dire quand même que les groupes de pression sont présents et qu'on sait qu'on ne dit plus certaines choses à la télé. Ils sont encore très lents, mais on a des espaces qui sont ouverts. Maître était sur un plateau récemment par rapport au harcèlement en milieu professionnel. Les entreprises et les services sont en train de se doter de chartes anti-harcèlement, de pouvoir promouvoir aussi le genre. Oui, il y a des choses qui se font, mais c'est un changement de mentalité qu'on ne pourra pas observer après peut-être une génération, après peut-être d'autres enfants qui auront été éduqués. Donc, ce sera lent, malheureusement, mais moi, je pense qu'il y a des choses qui se font. Maintenant, c'est peut-être l'échelle qui est toute petite et c'est peut-être l'implication de tout ce qu'il faut pour pouvoir peut-être accélérer les choses. Merci beaucoup, Madame Goli. Merci pour votre élément de réponse. Donc, nous avons une question que je vais poser à Madame Balleroux. Quelles sont les actions menées par les organisations féministes ou autres ONG pour limiter les représentations que la télévision ivoirienne donne de la femme à travers des émissions sexistes à profusion? Je ne sais pas si la question est bien comprise. C'est bon, Madame Balleroux? Oui, je vais tâcher d'y D'accord. répondre. Ok. Alors, il y a deux choses, si je comprends bien la question. C'est il y a la personne qui pose la question identifie un problème, c'est la question de la représentation des femmes dans les médias, dans certains médias, on va dire. Et la personne aussi se demande ce que font les organisations féministes. Alors, je vais lui poser aussi la question, qu'est-ce que cette personne-là fait elle-même quand elle est confrontée à ça? Première chose, la question de la représentation de la femme dans les médias. Pardon, mais les médias présentent ce qu'ils pensent que leur audience a envie de voir. Donc, ça pose la question aussi ce n'est jamais que une petite lucarne sur la société. Les médias ne représentent que ce que leur audience a envie de voir. En tout cas, ce qu'ils pensent que leur audience a envie de voir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça reprend tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est une question de projection, de vision qu'on a de la femme, peut-être de réification, c'est-à-dire qu'on va considérer la femme comme un objet et qu'on va pouvoir exhiber dans tous les sens. Donc ça, c'est vrai que certainement que ça choque la personne qui pose la question, mais il faut voir ça de ce point de vue-là. Ensuite, que font les organisations féministes et les organisations de la société civile? Elles sont au travail. Justement, si vous avez plus de femmes à des postes de responsabilité, si vous avez des femmes qui sont autonomes financièrement, qui sont insérées économiquement, bon, vous aurez moins de femmes qui vont aller agiter, je ne sais pas moi, leurs attributs à la télévision. Voilà, donc c'est tout l'objet. Si vous avez des petites filles qui sont construites, qui sont éduquées, à qui on dit tu peux tout faire, tu peux réaliser tous tes rêves, tous tes permis, dans la mesure où ton genre le permet. Parce que, bien évidemment, si tu es enceinte, on ne va pas t'autoriser à aller sauter parce que c'est une question de santé. Mais tenant compte de ta spécificité en tant que femme, mais tu pourras tout faire. Alors, ça va changer les choses. Si
posons la question hein, de cette manière de voir un peu les filles qui accourent dans la société où on dit, bon, il faut que quand la jeune fille ou la femme vient voir son compagnon, on paye son transport, ou bien il faut qu'on l'aide, il faut une certaine tutelle qui est instaurée, je ne sais pas d'où ça sort, mais les gens sont très convaincus de ça, dans un genre comme dans l'autre. Hein. Donc, il y a tout ça, ce sont des constructions sociales, sociétales qu'il faut déconstruire, effectivement. Donc, plus on va travailler de concert, hommes et femmes, sur ces questions d'intégration du genre, sur cette question de valorisation du genre, valorisation de vision positive du genre et pas seulement comme quelque chose qui va contre une autre partie de la société, eh bien, je pense que ce mouvement-là va nous permettre d'évoluer. Et tout ça ne peut pas se faire, comme l'a dit Mme Goli, du jour au lendemain. Ça peut pas, ce sont des conceptions multiséculaires qui ont cours depuis des milliers d'années qu'on veut battre en brèche. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, c'est peut-être lent, mais ce n'est pas que rien n'évolue, ce n'est pas vrai. On peut pas soutenir ça. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises au niveau des OSC, des organisations de la société civile, au niveau des ONG qui font un travail de fourmi. Au niveau de la prise de conscience. C'est lent, mais ça va venir. Voilà. Moi, je suis extrêmement optimiste. De ce point de vue-là, ça va se faire. Mais ça passe par une déconstruction qui n'est pas facile à mettre en place, mais ça évolue. Donc, les médias vont finir par évoluer et après, c'est la responsabilité de chacun. Et j'ai envie de terminer en disant à la personne qui a posé la question qu'il y a des organismes, il y a des mécanismes qui sont à sa disposition. Il y a une haute autorité qui régule l'audiovisuel. Si elle n'est pas contente de ce qu'elle voit à la télé, elle peut le signaler. Ce n'est pas de la délation, c'est un mécanisme qui existe. On prend sa plume, on prend son ordinateur ou son téléphone, on envoie un mail ou on dépose un courrier papier à la AKHACA, Haute Autorité, je sais, je ne sais plus, mais en tout cas, Communication audiovisuelle. voilà, de communication audiovisuelle. Merci beaucoup. Donc, on peut aussi, c'est un devoir citoyen, si on est choqué, si on est heurté, si on pense que la femme, ce n'est pas que, je ne sais pas moi, un bout de son corps, eh bien, on écrit à la ACA pour signaler, voilà, telle chaîne, ils passent leur temps à faire ceci, à faire cela. Moi, ça me déplaît en tant que téléspectateur, donc j'attire votre attention là-dessus. Voilà, et on aura ainsi fait œuvre utile au bénéfice de tous. Merci, Maître Balleroux. J'ai vu une main levée. D'accord, Madame Goli, vous souhaiterez ajouter quelque chose? Il ne nous reste plus que 3 minutes. 3 minutes, c'est court pour le féminisme. Hein? Là. Oui, c'est exactement, Maître a vraiment très bien répondu. C'est vraiment ce que je dis. On est tous des consommateurs aujourd'hui. Il ne faut pas attendre. C'est vrai que la question, ce n'est pas d'attendre. Il veut savoir ou elle veut savoir ce qu'il est. Mais est-ce que la personne se rappelle de l'affaire Yves Dembélé? Est-ce que la personne se rappelle de comment est-ce que les organisations féministes en Côte d'Ivoire ont réussi à faire entendre la voix à la fois des téléspectateurs, téléspectatrices, des victimes, de toute la société qui était choquée. C'est une des plus grandes victoires et tout le monde a connu la ACA ce jour-là parce que cette haute autorité, j'avais même écrit un article qui me fait souvent rien, a été saisie, a été obligée d'être mise devant ses responsabilités. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Nous dénonçons, nous nous emparons du mécanisme existant, nous nous emparons des institutions existantes et nous dénonçons tout ce qui est normes sexistes mises dans les médias. Il y a aussi aujourd'hui Stop au chat noir, qui est une organisation féministe avec qui on a travaillé récemment sur une charte médiatique donc, qui sera soumise à la ACA très bientôt. Et donc, moi, je félicite vraiment cette organisation parce qu'elle fait beaucoup sur comment aujourd'hui on pense qu'on doit communiquer avec. Donc, on va essayer de travailler avec cette haute autorité à avoir un comportement à adopter qu'elle va aussi imposer à tous les professionnels des médias. Ça, c'est une action de plaidoyer qui n'est pas forcément visible, mais qui se fait. Les organisations féministes travaillent pas forcément comme on voudrait les voir. Mais c'est un travail qui est intellectuel, qui est à plusieurs niveaux.
Autant il est activiste, il est très visible, autant souvent c'est de la négociation et c'est des politiques. Une politique s'obtient sur une table de négociation. Une politique s'obtient lorsqu'on a des partis qui veulent nous entendre. Et je pense que la Côte d'Ivoire est prête aujourd'hui à entendre ce changement de mentalité au niveau des médias. Et c'est aussi, voilà, toujours remercier Maître Balerou parce qu'elle a dit quelque chose d'important. Il faut que tout le monde soit conscient que c'est une responsabilité qui n'est pas seulement au féminisme, mais qui est à tout le monde. Si un contenu est sexiste, qu'il est choquant, il est humiliant, il est tout ce que vous voulez à la télé, en tant que consommateur numérique, digital, de tout ce que vous voulez médiatique, vous avez le devoir, même plus le droit, le devoir de vous saisir en fait des dispositifs existants pour pouvoir aussi faire respecter tout ce qui est dignité des hommes et de la femme. Parce que dans ces normes sexistes, souvent les hommes sont attaqués. Souvent, moi, j'entends des choses sur les hommes, toujours sur les rôles de genre. Les hommes sont pauvres, ils font ceci, ils n'ont pas droit à cela. Mais c'est tout ça, les inégalités, et ça se base sur toujours le rôle de l'homme et ce que devrait être la femme. Donc, c'est vraiment pour être bref sur cela. Ok. Merci beaucoup, Madame Goli. Merci, Maître Balerou. Alors, c'était le panel sur les politiques du genre en Côte d'Ivoire. Nous vous remercions d'y avoir participé. Merci à nos panélistes, merci à nos spectateurs. Je pense que nous pourrons tous continuer la discussion sur les pages de The Denkem Institute. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner et à bientôt. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, Maître Balerou.